Camerounaises, Camerounais, chers compatriotes, je suis Nzana Sémé. Je tenais à vous parler aujourd'hui à cause de la situation de crise qui a lieu, qui perdure. Beaucoup de gens perdent leur vie à cause de cela. Je voudrais vous apporter en tant que journaliste qui a travaillé longtemps comme journaliste indépendant au Cameroun. Je crois que beaucoup, peut-être pas la jeune génération, mais beaucoup savent que j'avais été arrêté, enfermé à la prison de Kondengui 2 fois, accusé par Paul Biya, puisque c'était lui le plaignant, d'outrage au chef de l'État et d'incitation à la révolte à cause tout simplement des articles. Comme je menais le journalisme d'investigation avec des positions complètement indépendantes et je critiquais le régime, j'ai démontré les cas de vol, de détournement des fonds publics, les cas de crimes. Et cela m'a valu 2 procès avec les mêmes accusations en 1994 et 1995. Donc ça fait depuis longtemps que je suis opposé à ce régime de Paul Biya. Je voulais dire, je voulais donner ce que je sais de la situation actuelle et surtout vous dire que tout ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, notamment le mouvement sécessionniste, c'est Paul Biya qui l'a créé et c'est lui qui l'enflamme. Je vais revenir avec vous en arrière parce que beaucoup d'autres personnes ont déjà rappelé l'histoire. Je peux déjà quand même rappeler. Premièrement, pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de problème anglophone et que tout le monde est camerounais, il faut savoir que avant que les Allemands créent les colonies qu'ils avaient appelées Cameroun et qui incluaient une grande partie du Tchad, une partie du Nigeria, une partie de la Centrafrique, toute la Centrafrique d'ailleurs, le Congo, une partie du Congo et le Gabon. Avant qu'ils créent cela, au Cameroun, avec l'accord qu'ils avaient signé avec les chefs côtiers en 1884, les populations que nous appelons aujourd'hui anglophones étaient déjà établies là où elles vivent. Leurs ancêtres étaient déjà là depuis le début du 19e siècle. Les missionnaires, Alfred Sacker, le missionnaire jamaïcain qui était venu s'installer là, c'était des missionnaires qui avaient commencé vers 1848, avant que les Allemands pensent même à occuper les terres pour créer le Cameroun. Donc ces gens-là, ces missionnaires avaient créé des plantations et avaient créé des unités économiques qui attiraient les employés. Et ces employés qui étaient venus pour travailler s'étaient installés là avant qu'on parle du Cameroun, qu'on parle du Cameroun allemand. Donc ces gens, les anglophones, sont chez eux. Ils ont appris la langue anglaise depuis l'époque, depuis les missions d'Alfred Sacker, et on les appelle anglophones, et non pas des Anglais, parce qu'ils ont créé leur anglais à eux, leur pidgin qui est un mélange de l'espagnol, aujourd'hui avec du français, avec l'anglais, et c'est la langue de base. Et c'est un peuple avec une culture, et cela est incontestable.
Ça, c'est le départ de toute chose. Bon, il se passe donc quand les Allemands qui avaient occupé toutes nos terres, y compris ce qu'on appelait le Cameroun oriental et le Cameroun occidental et la partie qui était partie au nord, nos pays, nos zones étaient réparties en 1919 mis sous la tutelle des Britanniques d'un côté, la tutelle des Français de l'autre, pour nous préparer à l'indépendance. Il s'est passé que le Cameroun oriental francophone a pris son indépendance le 1er janvier 1960 sous le nom de la République du Cameroun. Mais pour le Cameroun britannique, qu'on appelle Southern Cameroun, et il y avait aussi le Northern Cameroun, au 1er février 1961, il y a eu un référendum et ils n'avaient pas le choix d'adopter l'indépendance totale. Les Britanniques ont dit aux Nations Unies qu'ils peuvent choisir de se joindre à la République du Cameroun, soit se joindre au Nigeria. Ceux du Nord s'étaient joints au Nigeria, la Fédération nigériane, et ceux du Sud, qu'on appelle le Cameroun méridional, le Southern Cameroun, s'étaient joints au Cameroun. Et après, pour mettre en forme cette jonction qu'ils avaient votée le 1er février, ils avaient conclu que cette jonction doit se faire sous la forme étatique fédérale. Cela a été fait par des grands hommes comme John Gufoncha, Mouna, qui s'étaient battus pour cela, pour les convaincre que c'est mieux d'être avec la République du Cameroun que d'être avec le Nigeria. Après cela, une constitution avait été écrite, une constitution fédérale forte qui interdisait toute révision de cette constitution qui porterait atteinte à l'unité et à l'intégrité de la fédération. Donc, ils ont adopté que le président doit être francophone, le vice-président de la République fédérale du Cameroun doit être anglophone. Mais dès que ça a commencé, en mai 1971, le premier président francophone était arrivé à dissoudre tous les partis politiques. Première des choses. Comme ça, il contrôlait le parti unique qu'il avait créé. Après, avec ça, il appelle maintenant, nous étions là à l'époque où on pourchassait, où on tuait les UPCistes. C'était l'état d'exception, c'est l'état de la terreur. Et c'est en ce moment-là que Ahidjo, le 20 mai 1972, il dit qu'il organise tout un référendum. Non pas seulement dans le Cameroun méridional, anglophone, puisque c'est eux qui étaient concernés, de dire oui ou non, nous voulons changer la fédération. Et en plus, ils ne pouvaient même pas le faire, puisque la Constitution le terminait, l'interdisait. Ahidjo a fait adopter, il a fait un référendum illégal pour établir un État dit unitaire. C'est là où le mécontentement anglophone a commencé, mais on les calmait, on leur disait unitaire, ça veut dire quand même nous sommes deux. Et vous aurez toujours le traitement qu'il faut, parce que dans l'État fédéral, la condition était que les deux États devaient être égaux. Mais quand Ahidjo part, son successeur, Paul Biya, vient. Au lieu même de se gêner à appeler un référendum ou quoi que ce soit, c'est-à-dire à consulter le peuple, il donne un ordre à son assemblée qui était son assemblée de parti unique qui était sous ses ordres de changer tout simplement le nom du Cameroun, de la République unie du Cameroun qui n'était déjà pas acceptable aux anglophones, de changer ce nom-là en République du Cameroun, c'est-à-dire l'ancien nom banni
l'ancien nom banni du Cameroun oriental francophone. C'est là où le problème commence. Même, ceci se passait, donc il a adopté cette constitution qui est au cœur de tous les problèmes que nous avons actuels en janvier 1984. Mais en avril 1984, il y avait un push contre lui, un coup d'État. Et je voudrais vous lire quelques extraits pour vous montrer que même les putschistes posaient le même problème, le problème de cette constitution de janvier de 1984, le problème de la mauvaise gestion qui avait commencé tout de suite. J'en étais témoin. Dans le discours des putschistes qui se présentaient comme l'armée et le peuple réunis au sein du mouvement qu'ils appelaient JOSE. La première des choses qu'ils ont dit pour justifier leur push, c'était qu'ils libéraient le peuple camerounais de la bande à Biya, comme ils appelaient. Et ils disaient que les 15 mois de pouvoir de Paul Biya depuis novembre 1982 en avril 1984, l'unité du Cameroun était mise en péril. Ils avaient constaté que l'unité du pays était déjà en péril. Et il faisait certainement référence au changement constitutionnel de janvier 1984. Il disait la paix interne est troublée. Il disait plus précisément la Constitution est ballottée au gré des considérations politiques politiciennes. Les considérations politiciennes, c'est ce qu'on appelle escroquerie politique. C'est ce qu'on appelle fémania politique. Et il disait plus précisément, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, il disait que le gouvernement et ses agents, au lieu de servir le peuple et la nation, sont plutôt en train de se servir. Et il disait que tout est comme s'il voulait se remplir les poches avant qu'il ne soit trop tard. Et les mesures qu'il prenait sont importantes. Il disait la constitution de janvier 1984 est suspendue. L'Assemblée nationale est dissoute. Au sein de l'armée, et ceci est très important, au sein de l'armée, il disait que les officiers supérieurs sont déchargés de leurs fonctions. Mais ce push était justement porté à son échec, justement par ces officiers supérieurs. Ils avaient donc mené une contre-attaque. Ils avaient massacré les putschistes, les militaires putschistes du mouvement JOSE. Et ils avaient libéré Paul Biya et sa famille qui se trouvaient dans le bunker du palais présidentiel à Etoudi. Et c'était ainsi qu'ils avaient installé ce qui est en réalité un régime militaire dirigé par un civil Paul Biya. Et ceci est très, très important. Remontons dans l'histoire. On constatera qu'en 1985, tout comme ces putschistes dénonçaient la mise en péril de l'unité nationale, les anglophones s'étaient organisés en 1985, à 85, je veux dire, moins d'un an plus tard. Ils avaient créé un mouvement notamment animé par un professeur d'université qui prônait déjà à cette époque-là la séparation. Parce que là, c'était tout à fait normal que les anglophones sont perdus dans leur deal. Tous les accords qu'ils avaient faits avec les francophones, rien n'est respecté. Le mouvement Cameroon Anglophone Movement, CAM, était donc né, et on se souvient en 1989, ce mouvement avait recueilli quelques 5000 signatures
pour s'établir, pour défendre les droits des anglophones. Et depuis 1985, Paul Biya matait tout soulèvement des anglophones qui voulaient contester ou dire quoi que ce soit. Il envoyait son armée contre eux et qui les tuait, les arrêtait systématiquement. En 1990, quand le mouvement démocratique qu'on appelait le vent de l'Est arrive et que John Frundi et d'autres anglophones créent le premier parti d'opposition. Vous savez tout ce qui s'est passé, c'était les militaires qu'on envoyait contre eux et qui étaient tués. Mais le mouvement était, le vent de l'Est était en train de balayer toute l'Afrique. C'est ainsi que Paul Biya crée des milices tribales, terroristes, pour les préparer à ce qui se passera plus tard au Rwanda, le génocide. À l'époque, les ennemis qu'il présentait, c'était donc les Anglo-Bamileke, ils appelaient même Frundi un Nigérian. Depuis ce moment-là, le mouvement séparatiste anglophone était de plus en plus. Et vous savez aussi que Frundi, quand il était venu, il demandait le fédéralisme, le retour au fédéralisme. Le pouvoir a plutôt utilisé même cela comme une raison pour mater toute idée de sécessionnisme. Nous connaissons ce régime pour vous rappeler que c'est un régime militaire féroce, les commandements opérationnels. Il y a des millions de personnes qui étaient tuées par des exécutions sommaires, tout simplement sous prétexte d'établir l'ordre public. Toutes les dictatures évoquent toujours l'ordre public pour faire tous les massacres. Et plusieurs fois, dans la zone anglophone et surtout dans l'université de Buea, tout mouvement, soulèvement des étudiants s'était écrasé dans le sang et ils étaient arrêtés, ils étaient conduits. Moi-même, en 1994 et 1995, à la prison de Kondengi, j'étais avec les sécessionnistes anglophones. Mon voisin de lit dans le dortoir 4, le quartier 3, mon voisin de lit, il s'appelait Ché et il était en train de servir 20 ans. Donc, depuis cette époque-là, 94-95, les anglophones étaient persécutés. Il y a donc le commandement opérationnel. Et il y a le soulèvement spontané des populations camerounaises en février 2008 pour contester justement le changement constitutionnel que Paul Biya était en train de faire pour s'éterniser au pouvoir en annulant les limitations de mandat. Là encore, ils envoient l'armée, la gendarmerie, les bires et ils massacrèrent des centaines de personnes. La gendarmerie à Douala, à Bamenda, à Buea et un peu partout. Ensuite, il y a donc eu de multiples soulèvements dans les régions anglophones, comme j'ai dit, notamment à l'université de Buea. L'armée, à chaque fois, est envoyée pour tuer, torturer, arrêter, déporter à Yaoundé. Et comme j'ai dit, j'ai été avec eux en prison. Enfin, 1996, enfin 2016, je reviens plus récemment, après plusieurs ultimatums par des magistrats qui se réunissaient à Bamenda, qui disaient qu'ils vont descendre dans la rue. Le pouvoir Biya a ignoré, n'a pas voulu dialoguer avec eux. Et ce qu'il était en question, c'est qu'il mettait en question l'État unitaire que Paul Biya a créé en centralisant tous les pouvoirs entre ses mains. Les anglophones disaient que eux, ils ne sont pas
ils ne sont pas partis de ce genre de gouverner où on vole tout, on prend tous les impôts de tout le monde et on gère comme on veut, on donne à qui on veut par le favoritisme et le tribalisme, qui ne veulent pas être part de cela. Ils ont été ignorés jusqu'en décembre quand ils sont descendus dans la rue. Dans un premier temps, en même temps que Paul Biya envoie l'armée pour les tuer, il envoie aussi des gens, des émissaires, des médiateurs comme il les appelait, pour négocier avec eux. Mais comment? Il lie les mains des négociateurs, des médiateurs, il lie leurs mains en déclarant d'ailleurs qu'ils peuvent négocier de tout, mais pas de fédéralisme. Pas de fédéralisme. C'est ainsi donc qu'aucune négociation ne pouvait marcher. L'armée est envoyée et il a commencé à accumuler les troupes au fur et à mesure, jour après jour, à augmenter le nombre de troupes. Il a même fait arrêter les leaders du consortium, les a emprisonnés, même les modérés comme le magistrat Aya Albin, il les faisait arrêter. Nous connaissons l'histoire. Mais ce qui se passe et ce qu'on a observé, c'est que chaque personne tuée, chaque personne arrêtée et déportée à Yaoundé radicalisait le mouvement qui était au départ le mouvement de revendication du fédéralisme, parce que les anglophones veulent gérer leur propre État indépendant, autonome. Et il faut que nous rentrions dans la formule du fédéralisme qui va leur donner cette possibilité. Ils n'acceptent plus que tout leur sort soit centralisé à Yaoundé et dépende de Yaoundé. Donc, c'est ainsi donc, au fur et à mesure que ces forces de terreur continuent à tuer les anglophones, le mouvement est radicalisé et devient, comme aujourd'hui, c'est déjà devenu un mouvement sécessionniste, et cela a été aggravé par les anglophones de la diaspora. Donc, comme nous pouvons le constater, Paul Biya, le problème actuel, c'est que Paul Biya est un hors-la-loi. C'est quelqu'un qui manipule les constitutions comme il veut. Sa logique, c'est que dès que tu prends le pouvoir, tu peux, à partir de ce moment-là, être au-dessus de la loi. Et tu peux changer la loi à ta faveur. Comme justement, et tu peux utiliser de l'escroquerie politique, ce que les putschistes appelaient politicienne. Tu peux utiliser tout ce que tu veux et tu seras au-dessus de la loi. La preuve, et dans ses constitutions qui ne fait que multiplier, il avait dit que, il avait mis quelque part une clause, un article qui oblige les gens qui gouvernent à déclarer leurs biens. Il n'a jamais déclaré ses biens et il ne paie même pas ses impôts au Cameroun. Ce qui montre que c'est quelqu'un qui est essentiellement hors la loi, un délinquant. Et il faut le dire, c'est ça le nom. Donc, le problème du Cameroun a commencé en 1972, mais il n'était pas grave quand on a changé la forme de l'État, de la fédération en une certaine république unie. Cela illégalement en violation de la Constitution de 1961 qui l'interdisait. Cela portait atteinte à l'intégrité de la fédération, cela portait atteinte à l'intégrité. Mais maintenant, quand Biya vient, il ordonne la Constitution de janvier 1984, il portait atteinte à l'unité du Cameroun. Parce que le nom, la République du Cameroun, était déjà banni. Et il ne s'est pas arrêté seulement au simple nom, il a centralisé de manière incroyable, il a cumulé tous les pouvoirs entre ses mains.
le résultat est ce que nous voyons aujourd'hui. Le favoritisme, les régions que lui-même il a créées sont abandonnées, comme par exemple la région de l'extrême nord, qui a été abandonnée complètement dans son état presque préhistorique et qui était devenu le terreau, la terre par excellence des recrutements des terroristes de Boko Haram. C'est Paul Biya qui a créé ça, qui a permis cela. Si simplement il redistribuait les investissements publics, au lieu de les concentrer seulement au sud et plus particulièrement dans son département de Dja et Lobo, s'il faisait des investissements à l'extrême nord, l'extrême nord ne serait pas la base arrière de Boko Haram qu'il est jusqu'aujourd'hui et où on ne peut plus enlever Boko Haram. Paul Biya